Bonjour et bienvenue à Au-delà des limites. Bonjour Yvan. Bonjour Francine. Ça va? Oui, très bien. On est prêt ce matin pour Ah oui, parler vraiment prêt. habitation et autres. Un sujet qui n'est pas du tout d'actualité. Ah non, c'est pas d'actualité, mais il faut être hors norme parfois. Yvan Deslauriers et moi-même, Francine Forget, on a le plaisir d'animer ce balado qui s'appelle Au-delà des limites. C'est une conversation d'une heure qui est ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. Mais, comme à l'habitude, on va mettre l'accent beaucoup sur leur parcours et leurs projets. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui fonce, hein, c'est le mot, je pense, qui est bien approprié, même s'il n'a pas choisi une voie facile. On dit ça parce que dans le domaine où il est, c'est la construction, c'est plutôt rare qu'on œuvre dans ce milieu quand on est tétraplégique comme lui. Il a été reconnu par ses pairs récemment. Il vient en effet d'être désigné PDG de l'année dans la catégorie Petite entreprise par le journal Les Affaires. Bien qu'il ait accordé de nombreuses entrevues et participé à des émissions sur le handicap, il n'hésite jamais à se prêter au jeu et à donner son temps pour l'inclusion, et c'est tout à son honneur. Il est PDG du groupe GDI, développeur, constructeur, gestionnaire d'immeubles locatifs et résidentiels, et, comme on le verra en fin d'émission, porte-parole pour Moi Lépinière. Bonjour Mathieu Lamarche. Bonjour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va. J'ai aussi une petite compagnie de voitures électriques en autopartage qui s'appelle GoClico. Mais, ouais, c'est pour mes affaires, Ah, c'est ben compliqué, ouais. là, c'est la surprise de Mais la ça journée. m'intéresse. Ça. Ouais. Qui s'appelle comment déjà? GoClico. GoClico. Je note, OK. je suis intéressé par OK. l'autopartage. OK. Alors, pour cette publicité, tu vas recevoir une facture de Canal M. Je ne suis pas en mesure de dire à combien elle va s'élever parce que c'est pas moi qui s'occupe de ça. Alors, sérieusement, on va commencer parce qu'on a juste une heure à passer avec notre invité, comme à l'habitude, et on sait que ça passe très, 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 très vite. On va commencer par le commencement, comme on dit en bon français. On va parler de l'enfance et de ta famille, Mathieu. Tu es né à Mirabel en 1975, donc on comprend que tu as dépassé la quarantaine. J'ai dans Euh, 50. la cinquantaine, mais oui, c'est vrai. Oh, je t'ai rajeuni. Mais tu devrais Pour pas... nous autres, c'est toujours plus jeune de Ben toute oui, façon. c'est sûr, on a de la misère avec ces chiffres-là. Quand on est rendu plus loin, on a beaucoup de difficultés. Dans une famille québécoise, je pense que je dirais assez conventionnelle, normale. Mhm. Oui, Ouais. hein, c'est ça. Qu'est-ce que faisaient tes parents déjà? Ma mère était préposée bénéficiaire. Puis mon père était dans différentes choses, construction. Oui. Souvent dans des usines aussi un peu. Dans la construction quand il était plus jeune aussi. Moi, c'est ça. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, Une sœur, infirmière. OK. Qui est plus vieille que toi ou plus jeune? Plus jeune d'un an environ. Plus jeune d'1 an. Donc, vous êtes quand même assez proche dans la famille. Tu déménages à Laval vers 10-11 ans avec ta famille et là, tu entreprends des études au cégep à Sainte-Thérèse que tu vas abandonner. En quoi tu étudiais au cégep? Sciences pures. En sciences pures. C'est un gros morceau. Et tu as décidé non pas d'aller vers un autre programme, mais de carrément laisser le cégep. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, j'avais commencé la compétition en moto en circuit routier. Donc, c'était ma passion, c'est ce que je voulais faire dans la vie. Ouais, Donc, c'est j'ai arrêté le ça. cégep pour ça, ouais. Ouais. Comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que les études, c'était pas trop important, puis que finalement, ben, tes compétitions de moto et de sport extrême, c'était ça qui est important dans la vie? Je me souviens pas comment ils ont réagi. Je sais qu'ils n'aimaient pas trop le fait que je faisais de la course de moto. Dans les études, j'ai toujours eu des extrêmement bons résultats. Je trouve que c'était facile pour moi, les études. J'étais tout le temps pas mal premier de ma classe sans étudier, pratiquement. C'est sûr que ça décourageait un petit peu parce que oui, j'avais beaucoup de potentiel, mais tu sais, ils savaient que depuis que je suis jeune, quand j'ai de quoi dans la tête, ça sert à rien de m'obstiner ou me raisonner. Là. C'est ça, j'ai une seule vitesse, puis c'est dans le tapis, puis je m'implique à 100% dans ce que je fais. Fait que, ils ont juste décidé de me laisser aller, puis de voir où ça allait s'en aller. Là. Mais ils ont jamais beaucoup encouragé ma compétition de moto parce qu'ils voulaient pas me pousser là-dedans, mettons. Tu sais.
Est-ce que tu en as fait beaucoup de compétitions de moto? Puis, est-ce que tu as gagné des prix? Est-ce que tu n'as pas créé une petite compagnie déjà Ouais, ben, relative à ça? j'ai fait partie d'une compagnie pour ma compétition de moto, simplement pour récupérer les taxes, parce que c'était extrêmement dépisteur comme OK, activité. donc c'était Euh, vraiment pécunier, là, toute cette affaire-là, là. ah ouais, ben, c'est l'avantage bon, si tu fais des pertes, c'est avantageux par une compagnie. Ben, j'ai fait 3 années de compétition, j'ai fait 3 championnats québécois. Euh, c'est drôle parce que j'avais aucune expérience, mais quand je dis aucune, c'est que j'avais jamais conduit une moto de ma vie quand j'ai commencé. Fait que ça a été difficile. Mais à ma dernière année, je roulais dans les 3 premiers. J'ai gagné des prix, ouais, j'ai fait plusieurs podiums. À la fin, j'étais dans les premiers, dans les meilleurs au Québec de ma catégorie. Mais j'ai eu un gros accident à ma dernière course. En fait, je m'étais qualifié troisième. Euh, non, c'est pas vrai. Je m'étais qualifié 11e. Au premier virage, j'étais rendu quatrième. J'ai voulu passer premier, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai tombé, puis 3 motos m'ont passé dessus, genre à 100 km/h. Fait que j'étais OK. pas mal magané. Mhm. Fracture du fémur, fracture de la cheville, fracture des côtes cassées. Fait que c'était la fin de ma carrière. Et quand est-ce que tu as repris tes études? Après cet accident-là, ça fait 3 années que je compétitionnais. J'ai fait beaucoup de fractures, beaucoup d'accidents. Donc, j'ai essayé de retourner aux études à ce moment-là. Je me suis inscrit directement à l'université à l'UQAM en administration. OK. Et là, à ce moment-là, est-ce que tu as terminé ton bac quand même? Oui, j'ai fait un bac en administration, spécialisation finance Et à l'UQAM. ensuite, tu as entrepris des études à la maîtrise au HEC? En fait, à la fin de ma dernière année de bac, j'avais appliqué à 2 universités. J'avais appliqué au HEC, à la maîtrise. J'avais aussi appliqué à Sophia Antipolis à Nice, en France. À ce moment-là, ma conjointe était française. J'ai été accepté aux 2 universités. Dans le choix entre les deux, est-ce que j'allais faire un ou l'autre. Puis là, j'ai eu mon accident de moto qui m'a rendu quadriplégique à ce moment-là. Entre les deux, j'ai eu aussi une période de ma vie que j'étais dans un groupe de musique. Dans le fond, durant tout mon bac à l'administration à l'UQAM, j'étais dans un groupe de musique qui s'appelait Redcore, que j'avais parti avec des amis. On a quand même pas de succès. Là. On a fait 2 albums, plusieurs vidéoclips, des spectacles partout. Là. J'étais le gérant du groupe aussi. Tu as fait des spectacles en France? Ouais, entre autres, ouais. Une tournée en France, mais personnellement au Québec, on a beaucoup de succès. On est encore sur YouTube, ceux qui veulent aller voir ça et rire de Oui. moi, là. Passe à Musique Plus. Ah ouais. Puis, vous aviez créé aussi en fait, toi, tu avais l'entreprise, je ne sais pas s'il y en avait d'autres avec toi, ça s'appelait comment, Amalgame ou quelque chose comme Ouais, ça? j'avais parti, j'étais tout seul, en fait, c'est parti Disque Amalgame. Donc, je gérais le groupe, je suis le bassiste, mais je gérais aussi le groupe. Mais je gérais aussi 3 autres groupes à la fin dans la compagnie de disque, quoi. Alors, tout ça est arrivé, évidemment, avant juillet 2002. Ouais, Oui, c'est ça. Juillet 2002 qui est, je dirais, un moment marquant, puisque à ce moment-là, tu as un accident tu as 26 ans, et tu as un accident qui va te laisser tétraplégique. ouais, c'est ça. Je roulais avec mon beau-frère, en fait, sur la moto. On était à deux sur la moto. Il était mon passager. Puis, un camion m'a coupé la route. En fait, il a fait un U-turn illégal sur le boulevard Labelle, puis j'ai rentré dedans. Moi, honnêtement, j'allais trop vite. Je devais rouler peut-être 90. J'ai aucun souvenir de l'accident, mais vraiment aucun, zéro. C'est comme si on parle aujourd'hui tout le monde, puis on cligne des yeux. Puis prochain clignement des yeux, vous vous réveillez à l'hôpital, aux soins intensifs, puis tout le monde court, tout le monde crie, puis c'est la panique. C'est oh, qu'est-ce qui se passe? Là? Fait que c'est ça, je me suis réveillé à Sacré-Cœur, donc avec une blessure moelle épinière, donc je ne peux plus bouger du tout, mon corps à ce moment-là. Fait que ouais, mauvaise journée. Oui, mauvaise journée au bureau. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, justement, quand tu te réveilles suite à l'accident? D'abord, tu ne te souviens pas de l'accident, fait que tu ne sais pas trop pourquoi tu es là. Ouais, c'est ça. Ben au début, c'était vraiment de le réaliser, puis de l'intérioriser, puis de comprendre que c'est pas un cauchemar, là, que c'est la réalité qui est arrivé. Ça m'a pris comme plusieurs journées là, à vraiment comprendre que ça, c'est vraiment arrivé, c'est vraiment ça qui se passe. Là. Et aussi, peut-être que j'ai beaucoup de médication à ce moment-là, là, on nous donne des antidouleurs très, très puissants. Là. Donc, c'est difficile à te connecter à la réalité. Mais après quelques jours, tu finis par rencontrer les médecins et puis comprendre que, OK, ouais, c'est ce qui se passe. Puis j'ai parlé avec mon médecin qui était docteur parent à ce moment-là. Puis lui Mhm. demandé directement est-ce que je vais remarcher un jour. Tu sais. Il m'a dit, généralement, on veut pas trop se
se prononcer, mais bon, quand tu me le demandes, je vais dire la vérité, jamais. J'ai jamais Mhm. remarché. Je vais dire, bon, OK, ça, c'est la réalité. C'est ce qui se passe. Fait que, OK, on va Est-ce dire que avec. tu as vraiment dit bon, OK? Ouais, honnêtement, au début, vraiment, mon côté très optimiste, puis beaucoup de déni, j'imagine. Mais c'est pas la fin du monde, c'est correct. Je vais dealer avec ça comme tous les problèmes que j'ai toujours dealé avec dans ma vie, tu sais. Ah oui. Mais bon, là, après ça, après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, la réalité, elle set in, comme on dit en anglais. Oui. Puis là, c'est rare. À quel moment on commence à repenser à l'avenir? Parce que j'imagine, puis on en parlera dans quelques instants, là, tu te concentres sur ta réhabilitation, mais tu arrives, tu as fait de la moto, tu as fait de la musique, tu es, au HEC. Euh, à quel moment est-ce que tu dis, OK, je suis prêt à reprendre quelque chose? Ouais. À ce moment-là, j'étais vraiment, comme on dit, on top of the world. J'avais 26 ans, j'avais une super belle blonde depuis longtemps. On avait plein de plans, j'étais accepté à 2 universités comme pas mal prestigieuses. Je travaillais en finance aussi à ce moment-là. J'avais le groupe de musique à gérer, je jouais dans le groupe, j'avais mis tout à temps plein. Je travaillais aussi en finance à temps plein en même temps. J'ai un super bon salaire, tu sais. Puis là, je pars de ça, puis maintenant, j'étais rendu à l'IRM à ce moment-là, mettons 3 mois après. Puis là, mon objectif de la journée, c'est de prendre des petits blocs en bois dans un Tupperware puis le Ouais. déplacer dans l'autre. Puis je suis pas capable, là. Je peux plus manger tout seul. J'ai des incontinences fréquemment. Tu sais, c'est vraiment un reality check, là, ça te ramène à la base, là. Donc, ça prend ton ego, là, puis tu le broies en petite poudre. Fait que, après 3 mois, j'ai fait une dépression. Je pensais jamais que ça aurait pu m'arriver, là. Pour moi, les dépressions, c'était inimaginable pour moi. Puis, après 3 mois, ça a vraiment été le plus dur. Je me souviens d'un événement que ma sœur, à un moment donné, c'était vraiment dans ma bulle. J'étais comme dans un genre de brouillard, là, je voyais rien de positif. Et ma sœur m'a pris par les cheveux, puis elle m'a dit, tu peux pas nous faire ça. Elle a dit, on est là pour toi, tu peux pas nous faire ça. Puis ça m'a vraiment shaké, puis je me suis dit, c'est vraiment égoïste, là, tu sais. Tout le monde est là pour toi, tout le monde te pousse, tu veux pas te faire d'efforts. Ça fait que ça a vraiment été le switch dans ma tête. Puis après de ce moment-là, je me suis dit, je vois de mon côté, j'arrête de me concentrer sur ce qui est négatif, ce que j'ai pas, ce que j'ai plus. Je me Mhm. concentre sur ce que j'ai encore, comme faire plein d'affaires. Puis là, c'était vraiment le déclic. Puis après ça, ben, j'ai regardé en arrière. Aujourd'hui, j'y pense jamais, là. Moi, je suis super heureux. J'ai une vie extraordinaire. Je m'accomplis. Je suis rendu autonome maintenant. Évidemment, maintenant, je mange tout seul et tout ça. Conduis ma voiture tout seul, etc. Tu sais. Mais ça a pris vraiment 3 mois, là. Il a fallu vraiment que je touche le fond du baril OK. pour pouvoir repartir par en haut. Mathieu, quand tu dis que tu as fait une dépression, alors jusqu'à maintenant, là, tu te montrais assez invincible, invulnérable, et là est arrivé cet événement-là. Jusqu'à quel point ça a marqué la suite des choses dans ta vie? Ouais. Ah, ça a fait un gros changement, c'est sûr. Euh, j'avais une, j'avais un peu une arrogance que, bah, peut-être j'en ai encore un peu, mais que rien n'est à mon épreuve, puis que je peux tout faire, tu sais. Je l'ai encore ce côté-là. Par contre, maintenant, je me rends compte que je suis humain, puis que la vie est courte et fragile. Ouais, ça m'a changé quand même pas mal. Mais bon, pas à 100%, là, je suis encore un hyper optimiste, puis quelqu'un qui voit la vie du bon côté. Puis, mettant ma compagnie, tu sais, je veux dire, la compagnie, on en parlera, mais tu sais, on a accompli des choses, c'est presque impossible avec GoGD. Mais définitivement, ça m'a ramené à terre, ouais. Mhm. Raconte-nous un petit peu, tu sais, comme il y a des, je pense à des films, là, il y a toujours la période de réhabilitation, là, la personne commence, puis c'est bien pénible, puis là, on la revoit quelques semaines plus tard, puis elle réussit à faire des choses. Qu'est-ce que, tu as parlé, là, de ta motricité fine avec des blocs. Y a-tu d'autres choses qui ont été vraiment, tu sais, tu conduisais une moto, puis là, tu es face à remarcher. C'est quoi, ou pas marcher? Comment ça Mhm. fonctionne? Ouais, j'ai fait pratiquement 1 an et demi en réadaptation. J'étais en institution, en fait, pendant 1 an et demi. Environ 8 mois à Lucie Bruno, euh, puis un autre 8 mois euh, non, 8 mois à l'IRM et 8 mois à Lucie Bruno. Pour environ un petit peu plus qu'un an. Donc, il faut que tu réapprennes tout. Manger, écrire, euh, t'habiller, te déshabiller, euh, aller à la salle de bain, etc. Sport de zéro.
C'était comme un enfant de 2 ans. Donc, Mhm. puis je partais de très, très haut, dans le sens que tout allait bien, tout était parfait, j'avais une vie extraordinaire, puis là, à zéro. Tu sais. Fait que ça, il a fallu que aussi que j'apprenne à faire mon deuil de tout ça, tu sais, de, de pas, de changer mes objectifs de vie, tu Ouais. sais, rapidement, mais très rapidement, tu sais. Avant, c'était bon, faire de l'argent, mes études, là, maintenant, non. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de prendre des petits blocs de bois puis mettre dans l'autre. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de réussir à enlever mon t-shirt moi-même. Puis, tout est long. C'est patient. J'étais pas quelqu'un extrêmement patient avant. Maintenant, ça va devenir ma passion. J'avais été par terre, mettons, ça peut arriver, là. Ça peut me prendre 5 minutes de les ramasser. 10 minutes de les ramasser. C'est correct. Je me penche pas. Je mets le temps que ça prend. Fait que tout est plus long, tu sais. OK. Fait que ça, Donc, c'est aussi quelque chose à s'adapter, ouais. Est-ce que c'est facile pour toi, quand tu as des petits échecs comme ça, d'accepter l'aide? Ou Non, si tu ça, c'est difficile dis, pour moi. c'est Ouais. difficile, hein? Oui. Je préfère passer 20 minutes à gosser sur ramasser quelque chose que demander de l'aide. je connais Euh, quelqu'un ça, comme ça. c'est de l'orgueil mal placé. Mais de l'autre côté aussi, c'est pas juste ça, c'est pas prendre la facilité. Puis comme tout Mhm. dans la vie en général, j'ai jamais aimé la facilité. Je préfère avoir de la difficulté puis casser les dents puis apprendre. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé, tu as dit que tu étais au début de la cinquantaine tantôt, qui serait Mathieu Lamarche s'il n'y avait pas eu l'accident? Non, je pense des fois, c'est une bonne question, mais je m'arrête pas souvent à ça. Euh, Ça m'a rendu une meilleure personne. Évidemment, je souhaite pas que j'aurais pas souhaité que ça m'arrive, puis ça s'est recommencé, je voudrais pas que ça m'arrive. Mais je pense que ça m'a rendu une meilleure personne, plus sensible, à l'écoute des autres un peu, puis de moi-même. Ça a changé mes priorités aussi, effectivement. Mhm. Puis, à travers ton parcours, ça arrive souvent que tu parles de ton entourage. Moi, quand j'écoutais des entrevues que tu as données ou des vidéos que j'ai vues, dans ma tête, je traduisais ta gang. Mhm. C'est ta famille, c'est tes amis. Ça a été quoi l'importance de ce groupe-là avant d'arriver à penser à construire? Ouais. Ah, ça a été tout, en fait. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai les mêmes amis depuis peut-être près de 40 ans. J'ai eu des amis que j'avais à 10, 11 ans, je les ai encore. Euh, Mes amis, je suis très, très, très proche de mes amis, puis c'est comme ma famille. Mes amis, ils m'ont jamais, jamais lâché. Et surtout, ils m'ont jamais fait en pitié. Jamais, jamais, jamais. Ils m'ont pas donné de chance. J'ai pas de break. Ils me font tout le temps des jokes sur mon handicap, puis on en rit, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ma famille aussi. Ma sœur, elle me ramenait chez eux à toutes les fins de semaine. Tout le temps. J'avais des incontinences, elle m'aidait à me nettoyer. Je veux dire, mes chums avec. Puis tout le temps dans l'humour, puis Mhm. euh, fait que c'est vraiment ça qui m'a permis de me relever et de continuer puis de rester motivé. Puis dans la compagnie, maintenant, chez DI, le trois quarts, c'est des amis de ma compagnie, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'amenais l'esprit de clan que tu as installé, en fait. Ouais. Ouais, j'ai tout le temps été un peu le centre de ma gang. Je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai du leadership, là, puis j'aime organiser des choses. Fait que, ouais, ils m'ont jamais ever lâché. Ma famille, mon père, ma soeur, ma mère était décédée. Ma mère est décédée du cancer l'année avant mon accident. Fait que ma mère n'était pas là. Mais ma famille, tout ça pour moi aussi. Ouais, c'est la raison pour laquelle qui je suis aujourd'hui. Ah, mais Mhm. t'en es sûrement très fier parce que sur Instagram, tu poses de temps en temps, hein. Je pense que c'est ce week-end qu'il y avait quelque chose. Vous étiez au chalet, tout le monde, Ouais. et c'est ça, c'était bien, ça sentait la chaleur, c'était chaleureux. Pour mes chums, je suis pas quelqu'un de différent, là. Je marche pas. Euh, pour eux, c'est tout, hein. C'est pas. Puis moi, c'est même que je le vois, tu sais, je me vois pas comme handicapé, juste comme je marche pas. Je me pourrais pas de roulant, mais pour moi, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas ce qui me définit, donc. Mhm. On peut voir quand on lit sur toi, puis quand on écoute des entrevues, on peut voir que dès ton jeune âge, tu étais un entrepreneur. Tu semblais être un entrepreneur. Tu as géré ton groupe de musique. Tu étais propriétaire d'une maison de disques. Euh, donc, on n'est pas très surpris qu'après, tu sois entrepreneur. Là où la surprise, c'est entrepreneur en construction. Parce que Ouais. avant l'accident, il n'y a jamais eu. On n'a jamais parlé de construction, là.
Non, non, puis je savais pas tenir un marteau. Euh, Tu savais pas tenir un marteau avant ou... Oh! oh non, 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 pas vraiment. Ben, tu sais, bon, j'essayais de me débrouiller, mais non, j'étais pas. Non, je sais pas pourquoi. C'est un hasard de la vie, tu sais. J'ai construit ma maison moi-même après mon accident. Ben, j'ai fait le construire en 2003. Puis j'ai aimé l'expérience. Je me cherchais vraiment. Je vais te faire 9 à 5 en finance. Ça m'intéressait plus. Au niveau aussi avec le handicap, j'ai beaucoup de ben, j'ai des soins infirmiers 3 fois par semaine qui prennent du temps. Euh, donc, je cherchais quoi faire. J'ai fait pendant un petit peu, j'ai fait des événements. Je créais des parties sur des bateaux que je louais, tout ça. Oui, oui. Mais je sais pas ce que je voulais faire dans la vie. Fait que après avoir construit une maison, je trouvais ça intéressant. J'en ai construit deux, trois autres à mon nom personnel avec des amis. Puis j'ai eu la piqûre. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça, tu sais, j'ai un côté créatif dans le sens que j'ai été artiste en parenthèse, mais avec des gros guillemets, là. Fait que la construction, ça apportait mon côté créatif de faire des projets, les créer, les penser, les réaliser. Puis tout mon background en finance, c'était aussi super utile. Fait que je trouvais que c'est un avenue intéressant qui peut chercher un petit peu toutes mes forces. Fait que mon meilleur chum, Mathieu Jacques, qui m'a suggéré, il m'a dit, après avoir fait plusieurs maisons familiales, il m'a dit, pourquoi tu fais pas du multilogement? Des plus gros projets, tu prends plus ta place, ça prend plus de gestion, puis ça te prend quelqu'un au bureau. Tu sais, que, OK, je vais l'essayer, puis ça partait de l'an 2010, puis j'ai jamais arrêté. Mhm. Dans, euh, dans la recherche qu'on a faite, euh, il y a eu quand même des incidents, là. Tu te promenais sur les chantiers, t'as eu... Moi, je suis un cycliste, des crevaisons dans un chantier, ça, j'avais pas pensé à cette affaire-là. Euh, Qu'est-ce que t'aimes mieux, être sur le terrain, pas loin des choses qui se passent, ou en train de gérer les choses, ou imaginer le futur? C'est vraiment imaginer le futur que j'aime le plus. Le chantier, j'y vais une fois par, maintenant, une fois par 2 semaines, l'hiver encore moins des fois, là. Mais j'y vais aussi moins parce que j'ai maintenant une équipe béton, là, j'ai 100% confiance en Marielle, ma gérante de projet, puis en Eric, mon gérant de projet, surintendant. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est penser à l'avenir, planifier les projets, les penser, les créer dans ma tête, les mettre sur Excel, puis après ça, pousser pour les réaliser. C'est vraiment, puis c'est là-dedans qui est ma force aussi, là. Mhm. À deux moments, tu as frôlé la faillite. Euh, Ouais, donc, tu as eu un accident important, physique, tu as frôlé la faillite. Comment tu te positionnes par rapport à des moments clés comme ça qui sont surtout négatifs? ben, la première chose une des qualités que j'ai, puis que tu as besoin comme entrepreneur, c'est que j'ai pas peur de l'échec. J'ai pas peur de commencer quelque chose, ça fonctionne pas, que ça finisse mal, mais je l'aurais essayé. Moi, j'aime pas avoir, ça me dérange pas d'avoir des remords, mais je veux pas avoir des regrets. Euh, donc, quand j'ai commencé la construction, je savais que c'était pas un milieu facile, surtout pour un quadraplégique, puis ça m'a pas arrêté. Comme quand je commençais la course de moto, je savais pas conduire de moto, je l'ai appris. Quand Mhm. je commençais le groupe de musique, je savais pas jouer de la bass. J'ai passé un été à apprendre la bass tout seul dans ma cave, puis j'ai fait. Fait que c'est un peu ça. Euh, on a passé des moments difficiles, comme j'ai dit, 2 fois principalement. Puis même, je dirais, une troisième fois, il y a un an et demi, là. En fait, la cause, c'est vraiment qu'on allait trop vite. On allait tellement vite, on grossissait tellement vite qu'on faisait un paquet d'erreurs. Puis ça nous failli nous mettre à terre au moins 2 fois, puis je dirais même 3 fois. Mais maintenant, on a pris nos erreurs, on a un bon élan. Notre projet Laval, maintenant, là, il va super bien. On est dans les délais, dans les budgets, tout est bien. Mais ça a été un parcours difficile. Est-ce que l'élément de créer des logements adaptés, des logements qui permettent à des personnes qui vivent avec un handicap de se sentir chez eux, est-ce que ça c'est devenu une couleur particulière du groupe GDI? Ça l'est devenu au fil du temps. Par contre, ça n'a jamais été l'objectif principal. Euh, Puis, l'accessibilité, on l'a vraiment intégré. Euh, C'était vraiment une décision d'affaires plus qu'une décision morale, si on veut. Euh, la première fois, j'aimais ça pouvoir aller dans mes immeubles moi-même. Les premiers que j'ai construits n'étaient pas adaptés, puis j'étais prêt à me rentrer dedans. Oui, c'est un petit Ça problème, faisait ça. pas de sens. Mais c'était aussi une décision d'affaires dans le sens que nous, on voyait que la population était vieillissante, puis qu'il y avait un besoin, c'est une clientèle qui était super intéressante, les personnes retraitées, pré-retraitées. Donc, ce qu'on voulait, c'est faire des immeubles que les gens peuvent vieillir à domicile. Par le fait même, ça fait aussi des appartements qui sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite. Mais dans les immeubles locatifs neufs, le problème pour les personnes à mobilité réduite, c'est le coût. C'est très, très, très cher de construire du neuf. Mhm. Ça fait que les loyers sont élevés. Et pour cette clientèle-là, c'est plus difficile de les payer. Donc, ça reste, les personnes à mobilité réduite restent un très petit pourcentage de nos clients. On parlait tantôt de l'apport du clan qui t'a permis de passer par-dessus les obstacles, mais tu as recréé le clan aussi à l'intérieur du groupe GDI. Est-ce que ça peut être un peu dangereux d'avoir, dangereux dans le sens, est-ce que les relations peuvent être mises à mal à l'intérieur de réflexions d'affaires, à l'intérieur de projets? Mhm. Ouais, c'est définitivement un risque d'engager des amis parce que tu peux endommager tes amitiés si ça finit mal. Euh, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Ça a tout le temps bien fonctionné. Ma philosophie, c'est un petit peu que tu peux enseigner le métier à pratiquement n'importe qui, mais tu peux pas enseigner la dévotion puis le cœur au travail. Euh, donc, en engageant des amis, on a pu passer ensemble au travers des moments extrêmement difficiles. Puis, ça fait qu'on est une équipe super soudée. Mhm. Mettons, on engage à l'externe, en dehors de mon groupe d'amis. Évidemment, ça prend exemple un maître électricien récemment. Oui. J'ai pas d'amis maître électricien. Donc, on engage à l'externe. Mais le core, le cœur de la compagnie, c'est des amis. Puis aussi, je peux avoir comme 100% confiance. Comme la comptabilité, j'ai Angela, une amie depuis que j'ai 11 ans, puis Marianne, une de mes amies aussi. Fait que, tu sais, ils jouent dans l'argent, j'ai les yeux fermés, je sais qu'il n'y a aucun risque. Euh, Fait que dès le début, ça a été un gros plus d'engager des amis, ouais. Puis ils sont tous actionnaires de la compagnie. Ils ont Oui, tous oui. des actions de la compagnie. Fait qu'ils profitent avec moi là, de la plus-value qui est créée. Le fait que vous soyez tissé serré comme ça peut pas amener une forme de complaisance? Et je vais mettre un deuxième élément dans ma question, puisque tu viens d'en parler, ça fait 11 ans que tu travailles avec la même personne à la comptabilité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de baisser la garde? Peut-être. Euh, mais Angela, puis Marianne, je leur laisserais n'importe quoi dans les mains, puis aucune, zéro crainte, même pas un demi d'un pour cent. Ceci dit, je surveille quand même toutes les choses, puis je fais mon affaire. Pour ce qui est de la complaisance, l'important, c'est, nous, tout le temps, c'est une compagnie qui est gérée par les idées. Les meilleures idées gagnent. C'est pas tout le temps les miennes, même si c'est rarement les miennes. Je pense que j'ai développé une bonne forme de leadership. Tout le monde a sa place, tout le monde amène son grain au moulin. À date, ça fait notre force, ça fait notre succès. Puis, je pense que c'est une bonne solution, mais c'était avec des risques, ouais. Raconte-nous maintenant GDI aujourd'hui, puis comment tu entrevois la croissance encore de GDI. Aujourd'hui, on est à environ à peu près 5 à 6 millions de chiffre d'affaires par mois. Euh, Par mois. on construit, ouais, Ouais. environ un run rate d'environ 50 millions par année. Mhm. Euh, on a commencé à construire un immeuble de 110 millions de dollars tout seul. On n'a pas de partenaire aucun. Euh, Puis notre objectif, c'est là, on a une équipe qui roule. Notre objectif, c'est de passer d'ici 5 ans à 4 équipes et de construire 10 000 portes d'ici 2040. Donc, c'est une croissance importante. Euh, Récemment, l'économie, en termes dans le logement locatif, a pris un virage. C'est plus difficile, surtout à cause de la baisse de l'immigration. Donc, on est en train de réviser notre plan d'affaires, mais à date, notre objectif reste le même. Est-ce que c'est à cause de tout ce développement et à cause de cette vision du futur que tu as reçu le prix PME de l'année du Journal Les Affaires? Euh, oui, c'est sûr qu'on a une croissance qui est vraiment extraordinaire quand tu regardes. En 10 ans, de passer d'affaires de 50 000 à 50 millions, c'est beaucoup. C'est une grosse croissance. Ça fait partie, j'imagine, des critères. Mais évidemment aussi, pour se le cacher, c'est le handicap, là. Des quadraplégiques, PDG de la construction, il n'y en a pas 10 000. Oui, C'est mais sûr que quand même, c'est un prix qui aurait pu être accordé à n'importe quelle personne qui dirige une PME, là. Ça n'a rien à voir avec le handicap, non? assurément, mais comme dans tout, c'est sûr que ça permet de me démarquer du reste des gens, tu sais. Euh, D'ordinaire. Fait que je pense qu'il y a ça. Euh, Mais ouais. quelle sorte de leader est-ce que tu es
à l'intérieur de GDI, indépendamment de ton handicap? Mhm. Euh, je fais beaucoup de micromanagement, même des fois nano-management, là. Donc, c'est quelque chose qui est ça de mes grands défauts. Par contre, quand je donne ma confiance, la personne là, pour de bon, est 100%. Donc, je laisse beaucoup de place aux gens de prendre leurs propres décisions, puis tout le monde est impliqué. Fait que j'essaie d'être un leader qui délègue et qui fait confiance en restant son affaire. Euh, pour moi, la croissance, c'est beaucoup de mes amis étaient comme on devrait aller moins vite, on devrait répéter les succès du passé. Mais moi, j'avais un objectif, puis j'avais pas le temps, je voulais pas attendre. Fait que je pousse beaucoup. Je Mhm. pousse énormément. Euh, ça vient probablement de la course de la moto. Je suis quelqu'un qui. C'est là que j'ai appris mes grandes leçons de vie en course de moto. 3 ans de course de moto, c'est j'ai appris 20 ans de leçons de vie là-dedans. Donc, je pousse énormément. C'est mes caractéristiques, quoi. Comment l'économie actuelle, surtout l'inflation, comment ça peut avoir influencé sur les projets de GDI? L'inflation en construction, elle est énorme. Certaines choses, c'est dans les 40% de l'année à l'autre, là. C'est très, très difficile. On essaye de laisser les loyers à des prix raisonnables, mais quand les logements, en 10 ans, on est passé d'un logement qui coûtait 120, 130 000 à maintenant 400 000 dollars. Hmm. Donc, les loyers doivent malheureusement suivre, sinon, c'est pas possible. Fait que, nous, pour répondre un petit peu à cet enjeu-là, on s'est intégré verticalement super rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on est notre propre entrepreneur général, on est notre propre gestionnaire, et maintenant, on fait notre propre électricité aussi. Donc, c'est un peu pour ça qu'on essaie, c'est pour répondre à ces problématiques d'inflation qu'on s'intègre verticalement. Et le clan est assez fort pour pouvoir faire toutes ces choses-là. Évidemment, t'en parlais tantôt, vous êtes allé chercher d'autres mondes qui font partie probablement du clan maintenant. Ben, c'est très récent. On a engagé un maître électricien, ça fait seulement moins d'1 an. Donc, tranquillement, on les intègre, mais c'est une amitié de 30 ans, là, ça se développe pas du jour au lendemain. Sûrement, oui. Fait que c'est sûr qu'il y a une différence. Mais euh, l'important, c'est qu'on fait sa job. Puis, il n'y a pas de pause. Comme maintenant, j'ai même ma famille. J'ai ma nièce, Joëlle, qui est avec nous comme coordonnatrice. Euh, les gens, Joëlle n'a pas de passe-voix. Même, il faut qu'elle travaille plus fort pour justifier que c'est ma nièce. Fait que, il faut qu'elle travaille en double pour avoir ça. Fait que, Ça m'amène à une dernière question avant que je laisse le micro à Francine. C'est beaucoup de gens qui dépendent de toi. Est-ce que tu ressens un certain stress à certains moments donnés en me disant, si je me pète la face, il y a beaucoup de monde qui se pète la face en même temps, là. ouais, définitivement. Puis, tu sais, on a passé des moments difficiles. Dans ces moments difficiles-là, des gens sont venus m'aider financièrement. Ma belle-mère, du temps, Monette, a investi de l'argent avec nous. Mon chum Mathieu Jacques a investi de l'argent avec nous. Ma comptable, à un moment donné, tout le monde a mis de l'argent. Marie-Ève, Eric, tout le monde a mis de l'argent. Fait que j'avais l'argent de tout le monde dans les mains. Puis la compagnie allait pas bien. Euh, oui, c'est un stress. C'est perdre mon argent, honnêtement, je vais recommencer, puis ça va être correct. Perdre l'argent des autres, ça, c'est une catastrophe. Fait que oui, c'est. Puis non seulement les investissements, mais leur travail. Tout le monde adore leur travail. Oui, c'est ça. Ils ont des très bons salaires chez nous. Mhm. Ils sont payés plus que l'industrie. Oui, c'est un stress, mais bon, ça fait partie de la game, puis ça fait partie de mon jeu. J'ai eu avec. Ça doit quand même faire des bons parties de Noël. Ah ouais, ouais. Faut se forcer à pas parler de la job tout le temps, parce que ça Oh, peut être Ouais. ennuyant pour j'imagine les bien. autres. Mais moi, je me force super gros, mais fait que m'ouvre la porte, on va en parler, tu sais. Mais je me force à pas en parler, parce que sinon, j'ai des 24 sur 24. Comment t'expliques que les gens dans ton équipe, oui, il y a la force de la famille, l'amitié, tout ça. Comment tu peux expliquer qu'ils continuent à croire en toi comme leader? Mais je pense que j'ai un enthousiasme qui est contagieux, euh, puis une drive qui est contagieuse, je pense. C'est ce qu'on me dit, en fait. Fait que, probablement ça. Puis, tu sais, mettons, depuis 2010 que la compagnie existe, puis j'ai jamais crié après personne, ever, là. Tu sais, c'est fun de travailler chez GD, puis, tu sais, faire ce que t'aimes dans la vie, c'est, en fait, c'est le but de la vie.
on passe 40, 50 heures par semaine au travail. Si t'aimes pas ce que tu fais autre chose, là. Puis les gens, tout le monde le dit, tout le monde adore arriver au travail. Tu sais. Ils ont hâte d'arriver au travail lundi. Tu sais. Fait que je pense qu'on a créé un endroit de travail qui est le fun. Puis tout le monde a l'impression que c'est leur compagnie à eux, que c'est pas au moi qui font ça. Fait que bon, ils s'accomplissent. C'est important. Tu as parlé souvent au niveau des valeurs qui étaient très, très importantes pour toi dans ta compagnie là, et que tous les gens qui y sont adhèrent, c'est l'authenticité puis la synergie dans l'équipe de travail. Comment tu réussis à maintenir ça? Parce que, surtout dans la famille, les amis, parfois, il peut y avoir des petites discussions. On ne parlera pas de conflit entre certaines personnes, mais comment tu arrives à mener le bateau toujours dans la Mhm. grande harmonie, d'une certaine façon? C'est ce qu'on comprend? Il y a déjà eu des petits points entre employés ou etc., tu sais, ou des moments plus difficiles, mais bon, je pense que j'ai réussi à bien gérer, puis on a une gang qui est vraiment super soudée, puis les problèmes se règlent principalement d'eux-mêmes. Euh, on a passé des moments très, très difficiles. Déjà, on a le chômage même pendant longtemps, longtemps, puis le monde y croit. Le monde y croit à la compagnie. Puis on a instauré vraiment des valeurs vraiment, vraiment solides, puis qui guident le reste de la compagnie, comme l'intégrité, l'honnêteté, puis entre autres, dans la construction, la sécurité euh, et la qualité. Pour nous autres, la priorité, c'est vraiment la sécurité. C'est le plus important. Les employés retournent chez eux le soir comme c'est arrivé, avec tous leurs morceaux. Dans la construction, il y a beaucoup d'accidents. Il y a des fois, il y a des années qu'il y a eu 80 morts par année dans la construction. Tu sais. Fait que pour nous, la priorité, c'est la sécurité. Après ça, c'est la qualité des travaux. On botche pas, on fait pas, ça fait jamais tourner coin rond. Puis si après tout ça, on réussit à faire de l'argent, ben tant mieux. Tu sais. Sinon, c'est pas grave, on apprend, on continue. Nous, on a l'impression que si on fait des choses de façon durable, au niveau de la sécurité, de la qualité, le profit va tout le temps venir tout seul. Au lieu de l'inverse, essayer de faire de l'argent à tout prix, puis tranquillement essayer de patcher les problèmes. On l'a vu, on l'a fait par l'inverse, mais ça n'a pas été toujours facile. Ça a pris du temps avant qu'on fasse de l'argent. J'ai dit, ça a dû prendre 10 ans avant qu'on fasse de l'argent. Tu sais. Et maintenant, ça va bien. C'est en Mais quelle année c'était déjà tu as fondé la compagnie GDI? 2009. 2009. Et maintenant, on va parler d'enjeux en habitation. Tu m'avais dit, quand on s'est parlé préalablement, que tu étais à l'aise pour qu'on en parle. Mhm. Ben, j'ai une première question. Tu l'as déjà un petit peu répondu, mais j'aimerais quand même plus concrètement. J'ai constaté que tout ce que tu fais comme développement, c'est sur la rive nord de Montréal. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ben, oui. Si tu veux offrir un super service, il faut que tu sois proche de ta base, tu sais. Éventuellement, on va aller dans d'autres marchés, puis on va grandir, mais il faut mettre des efforts pour que ça soit bien fait. Euh, En immobilier, il y a une grosse, OK, ben, je me trompe dans le monde, mais au Québec, je trouvais que dès le début, j'ai remarqué qu'il y a une tendance, les gens, ils gèrent des blocs, ils gèrent des immeubles, tu sais. Moi, je trouvais que dès le début, c'était une mauvaise façon de voir les choses. Nous, on gère des milieux de vie, on gère nos clients, tu sais. Puis l'immeuble, ça en fait partie. Mais c'est juste une partie de l'équation. Tu sais. Pour offrir un super service, il faut être proche. Il faut pouvoir aller à l'immeuble à tous les jours, faire le tour. C'est pour ça qu'on reste sur la rive nord pour l'instant. Éventuellement, on va grandir, on va s'élargir notre territoire géographique, là, mais pour l'instant, c'est la rive nord parce qu'on va être proche de nos clients. C'est quoi les principaux enjeux en habitation présentement? Puis la liste Selon est toi, vraiment longue. Tu sais. ouais, ben c'est Ouais. ça, mais ça va être intéressant que On va tu prendre nous les la... trois Oui, oui, premiers. c'est ça, on va prendre les trois premiers. Ben, On verra, on verra, ouais. on va faire un tirage. La liste est longue, puis elle change. Tu sais. Fait que c'est dur de tout le temps mettre le doigt sur le bobo, là. Mais quand même, C'est sûr. Mathieu, là, je m'excuse, comme entrepreneur, c'est sûr que Mhm. toi, tu regardes ça, puis il faut que j'imagine que tu en détermines, c'est ce qui te permet de continuer puis d'avoir des projets. Ouais. Ben, le problème, c'est un problème d'abordabilité et de disponibilité. Pourquoi ces problèmes existent? Il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Euh, moi-même, mes problèmes que je vis à tous les jours, le problème vient beaucoup des municipalités. Les permis sont trop longs à obtenir. À Laval, ça a pris plus de 4 ans d'avoir le permis. Du moment où on a déposé notre demande, au moment où on a pu mettre l'appel, ça a pris 4 années. C'est beaucoup trop long. Ça devrait jamais dépasser 9 mois, là, tu sais.
Euh, Ces 4 années-là, c'est non seulement du temps perdu, mais c'est aussi de l'argent perdu. C'est, donc, ça, c'est un problème majeur. Euh, Beaucoup, au Québec, pendant longtemps, ils faisaient du condo au lieu de faire du locatif. Beaucoup à cause de la régie du logement qui impose euh, un cadre de prix réglementaire qui beaucoup à l'avantage des locataires. Je me ferais pas aimer à dire ça, là, mais bon, ça Des reste la réalité. locataires, tu dis, ou locataires? Des locataires, Locataires, OK. c'est des détails, comme exemple, on n'a pas le droit de prendre de dépôt au Québec. Partout dans le monde, on peut en prendre. La France, qui est pas un pays de droite, là, ils prennent des dépôts, tu sais. Euh, Ça, c'était un problème. Tu sais, au Québec, le parc immobilier est très vieillissant et mal entretenu. Récemment, le gouvernement a fait un changement, c'est bon. Mais c'est pendant longtemps, exemple, si tu veux changer tes fenêtres, euh, l'augmentation du loyer t'était permis allait faire que tu allais récupérer ton investissement dans 20 ans, 25 ans, Mhm. des fois 30 ans. Donc, les propriétaires ne le faisaient juste pas. Donc, à Montréal, le parc immobilier est super mal entretenu. Bon, ben, après ça, tout ce qui est inflation, le gouvernement a quand même peu d'influence là-dessus. C'est venu avec la COVID. C'est venu du jour au lendemain avec la COVID. Puis ça, c'est un gros, gros, gros problème. Mais les loyers vont s'ajuster tranquillement, mais les salaires n'ont pas suivi. Fait que c'est plein, plein, plein de choses comme ça qui font en sorte que euh, c'est une industrie qui est difficile à pouvoir naviguer et innover. Euh, la CCQ, la RDQ, tout ça. La construction, c'est au Québec, c'est l'industrie la plus réglementée après le nucléaire. Donc, c'est pas facile. Il y a beaucoup, beaucoup de réglementation, puis les jeunes, ils doivent regarder ça et se dire, wow, je vais m'embarquer là-dedans. Rétrospectivement, si j'avais su à quel point c'était difficile, je suis pas sûr que j'aurais commencé dans cette industrie-là. Alors, tu as Maintenant, je navigue devancé ma bien. question. J'allais te demander si, compte tenu de Ouais, tout ça, aujourd'hui, tu continues, tu déciderais, tu prendrais la même décision. Alors, donc, c'est non. ouais. Difficile à dire, difficile à dire. Mais bon, gars, on peut pas reculer dans le passé, là. Mais maintenant, je navigue bien là-dedans, mais hey, à part Revenu Québec, Revenu Canada, les municipalités, la CCQ, la RDQ, la CQ, c'est complètement fou la réglementation qu'il y a. Ça prendrait un guichet unique, d'impliquer tout ça, tu sais. Euh, ouais, c'est ça. Est-ce que le fait que la population est en, je dirais, en changement, là, dans le sens qu'on est beaucoup plus sensibilisé justement aux gens qui ont des besoins particuliers dans l'habitation, c'est une population vieillissante, donc les personnes âgées aussi ont des besoins qui leur sont propres. On parle Hmm. beaucoup de l'itinérance, mais aussi il y a des personnes qui sont en réinsertion et tout ça. Alors, comment dans le domaine de l'immobilier, on tient compte de tout ça? Est-ce qu'il y a, Mhm. il y a une recette magique qui s'applique à tous ces gens-là ou Hmm. ça Définitivement, complique ça ajoute à ta liste que tu viens de nous faire? ouais. Ben, c'est répondre à ces besoins-là, il faut que le gouvernement s'en mêle. Ça sert le gouvernement sert à ça, à combler les trous dans le marché libre. Mais le plus efficace, ça va tout le temps rester le marché libre. Et que le moins le gouvernement se met de nos choses, le mieux ça va aller. Puis les forces du marché vont faire en sorte que l'équilibre va s'atteindre. Mais pour les personnes à mobilité réduite, ou les personnes à faible revenu, ou les personnes en situation d'itinérance, il faut que le gouvernement s'en mêle. Euh, Donner des subventions, donner des terrains à des développeurs pour créer des projets avec des OSBL, ça va passer par là, effectivement. Est-ce que ça t'amène à réévaluer, j'imagine, tu disais tantôt c'était très changeant, mais quand même, comme tu dis, les projets sont longs. Alors, comment on fait pour conjuguer le fait qu'il y a une réévaluation à faire assez Ouais. Ben, rapidement, compte tenu des nouvelles réalités, là, j'aime pas tellement cet mhm. anglicisme-là, là, et le fait que ça soit très, très long avant d'avoir des permis? Ben là, ce qu'on doit faire, malheureusement, c'est acheter les terrains beaucoup plus longtemps d'avance, les détenir plus longtemps, puis incorporer ces coûts-là dans les projets. Euh, Ce 4 ans et demi-là, à Laval, nous a fait perdre beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre, etc. Ça fait que maintenant, on s'adapte en achetant les terrains et en prévoyant des délais de mise en chantier plus longs. Est-ce que la politique, que ce soit municipale ou provinciale, ça pourrait t'intéresser? Zéro.
Alors, Zéro. comment on fait d'abord pour faire avancer les choses? Parce que c'est sûr que quand on est entrepreneur, qu'on est bâtisseur dans le domaine de la construction, on a un certain pouvoir, mais compte tenu de toutes les limites, comment on fait pour faire avancer les choses si on évacue Euh, hmm. la Nos politique? associations patronales, etc., nous, on a différents regroupements qui essaient de faire des pressions, puis bon, les choses changent pas vite. Tout est extrêmement lent, là. Le gouvernement, il y a une seule vitesse, là, c'est 0,2. Là. Fait que, bon, mais la politique m'intéresse zéro parce que moi, je suis un gars d'action. Il faut que les choses bougent en politique. Tout est sclérosé, puis tout est long. Il y a trop d'intérêts divergents, puis c'est pour non, ça m'intéresserait pas. Je serais très malheureux, puis je pense pas que ça, aiderait personne. Mais, euh, mais écoute, tout n'est pas négatif là. Au Québec, l'économie reste bonne. Il y a beaucoup de demandes. L'économie va bien. L'inflation maintenant est sous contrôle. Tu sais. Mhm. Les prix restent élevés, mais ça veut pas dire que c'est de l'inflation. C'est- La croissance de l'inflation, elle est correcte. On est à 2,quelques%. Mais juste, on va souffrir du post-COVID pendant encore 10 ans. Le temps que les salaires rattrapent la hausse des coûts, là, ça va être extrêmement long. Puis ceux qui payent le prix, c'est les personnes à faible revenu. Tu sais. La nourriture, ou quelqu'un qui fait 1 million par année, c'est un faible pourcentage. Quand on fait 50 000, 30 000, c'est un gros pourcentage. Fait que on va en souffrir pendant longtemps. Mais, euh, mais en général, tout va être correct. À terme, c'est pas la fin du monde. Je vois déjà que les choses s'améliorent là, d'année en année, mais ça va prendre encore 10 ans avant de sortir de ce marasme. Et malgré tout, on continue. Ah ben oui. Ouais. L'avantage, c'est que le logement, c'est pas un luxe. Il faut que les gens Oui, c'est se ça. logent. Donc, on réévalue une façon de pouvoir baisser les coûts de construction. Fait que c'est ce qu'on travaille à tous les jours. Là. Est-ce que la situation de l'itinérance a un effet sur les décisions que vous prenez? Pas à Laval. Rive-Nord et Laval, c'est pas un problème. C'est vraiment une réalité montréalaise, euh, principalement. Mais je vois certains groupes qui tentent d'apporter une certaine réponse à ça. Là. On l'a vu dans les médias récemment. Je pense pas que c'est encore la bonne solution de faire des projets qui ont été annoncés maintenant. Là. Je pense que ça va vraiment passer par l'unification du gouvernement. Mais il y a peu, on dirait, d'intérêt et d'efforts mis là-dessus. En tout Mhm. cas, pas suffisamment. Ouais, c'est ce que tu constates. Tu parles souvent du gouvernement, la responsabilité gouvernementale et tout ça, et pourtant, est-ce que je me trompe, mais moi, j'ai cru voir, en tout cas sur ton site ou ailleurs, que toi, tu n'as jamais vraiment recouru à aucun programme pour financer tes activités entrepreneuriales. Ben, il y a la SCHL qui a un programme intéressant qui s'appelle APH Select, qui est pas parfait, mais OK. qui est quand même bien. Ça, on en profite là, avec ce projet pour la première fois. C'est Mais avec non, ça on que n'a tu fais jamais. du logement abordable, c'est ça? Ouais, ben c'est un premier projet avec la SCHL qu'on fait maintenant. OK, Mais ce OK. programme-là aussi est déficient. Il aurait dû être fait différemment. Je suis pas sûr que ce projet-là donne l'objectif qui est visé là. Vraiment. Oui. Écoute, c'est vraiment, là, ta table de travail est vraiment, vraiment, vraiment pleine. Je t'ai entendu parler à un moment donné du fait que un entrepreneur, sa vie, c'était pas facile, sa vie d'entrepreneur, tu sais, malgré le contexte favorable que tu as pu créer, et que fallait parfois travailler jusqu'à 100 heures semaine. Ben ouais. Oui? Dans les débuts, des fois les gens disent ah, j'aimerais être entrepreneur, je vais pouvoir gérer mon propre horaire. Ça Mais parle pas souvent de ça. boss, pas de boss, comme t'as Pas de dit boss, après ton mais accident. ouais. Mais tout ça, c'est pas la réalité, là. Quand tu es entrepreneur, surtout dans les débuts, il y en a pas d'horaire. L'horaire, c'est 24 sur 24. Il y a un problème à Noël, tu as un dégât d'eau, tu sors du souper, ça va régler ça, tu sais. Oui, des semaines de 50, 60, 80, 100 heures, j'en ai fait longtemps. C'est beaucoup de sacrifices. Fait que, il faut que tu sois passionné. Si t'es passionné, tu le verras pas, puis c'est correct. Si t'es pas passionné, tu vas juste pas toffer, c'est sûr. Tu sais. Fait que, être entrepreneur, c'est pas la panacée.
c'est pas la panacée pour tout le monde. Ça l'est définitivement pas pour les personnes à mobilité réduite comme moi. Mais c'est hyper gratifiant. Puis moi, c'est ce qui je me lève le matin puis j'ai hâte. La fin de semaine, des fois, je suis comme c'est long. Dimanche, tout est fermé, je peux pas appeler personne. J'ai hâte au lundi, tu sais. Fait Fait que que c'est là que tu souhaites un ouais. dégât d'eau. Non, ça, on aime pas ça du Jamais, tout. qui dit On n'en jamais. veut pas. Ouais. Tu Mais dis ouais. que c'est pas facile pour des personnes qui sont avec un handicap ou certaines limitations. Pourtant, il y en a beaucoup qu'on reçoit ici qui sont des entrepreneurs. Parce Ouais, ouais, que j'imagine des fois, c'est que par l'accès au milieu du travail dans des postes, disons, je dirais, plus normaux dans le sens plus conventionnel, ben, il doit pas être si facile que ça, hein? c'est sûr qu'il y a beaucoup de, évidemment, tu sais, faut se cacher, hein, il y a beaucoup de discrimination, là. Les gens, ça, les personnes handicapées comme des gens non productifs, mais c'est pas vrai. Tu sais, les personnes handicapées sont hyper résilientes, ils veulent se prouver, puis moi, je peux te travailler 4 fois plus fort, là, pour avoir le double. Fait que, je crois que souvent, les personnes handicapées n'ont pas leur chance, malheureusement, tu sais. Une des raisons pour lesquelles j'applique beaucoup au niveau des médias, tout ça, je parle de mon temps, je dis pas que je suis un exemple, mais je suis à tout le moins une preuve que c'est possible, que quelqu'un l'a déjà fait une fois. Si quelqu'un l'a déjà fait une fois, ben ça peut être refait. Fait que c'est moi quand j'ai commencé, quand j'ai eu mon accident, j'avais comme l'impression que ma vie était finie, tu sais, que j'étais plus bon à rien, là, puis que j'allais pas pouvoir m'accomplir dans la vie, puis mais c'est faux. La vie continue, puis on a beaucoup à offrir à la société. Puis si je peux inspirer une personne à l'essayer, ben ça sera ça. Mhm. Malgré ton 100 heures semaine, tu as le temps de faire du bénévolat. Ben, il y a des fins de semaine. Oui, ben c'est ça, ou la nuit peut-être, je ne sais Ouais, je sais pas. pas. On va parler de ça avec Walter Zelaya, qui est directeur général de Moi Lépinière Québec. Bonjour Walter, Oui, bonjour. ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous Oui, aussi. oui, oui, ça va. Alors, on est en fin de discussion avec Mathieu et là, on était à parler de son rôle comme porte-parole à Mémo Québec. Dites-nous, Monsieur Zelaya, ça fait combien de temps que Mathieu travaille avec vous? Ça fait un couple de 2, 3 ans que Mathieu est là, puis dès que nous autres, on l'a sollicité, tout de suite, il a dit oui. Et depuis qu'on l'a sollicité, il a été très, très, très généreux de son temps, de son engagement. Pour vous dire, par exemple, qu'actuellement, on n'a pas de campagne de financement, mais Mathieu continue à recueillir des fonds pour la fondation. Alors, il n'arrête pas. Il y en a toujours à chaque instant des montants qui rentrent. Puis, dites-nous la fierté que nous avons d'avoir un porte-parole à la Fondation comme Mathieu. Son histoire, c'est une inspiration de résilience, d'engagement, de prise en main et en plus avoir du temps pour donner aux autres. Alors, c'est merveilleux. Nous ne sommes que très satisfaits et très reconnaissants envers Mathieu. Pourquoi vous l'avez choisi, Monsieur Zelaya? Lui plus qu'un autre? Moi, je pense que c'est par l'image. Mathieu est un modèle, comme je vous le disais tantôt, un homme d'affaires accompli et dans un domaine qui n'y a pas beaucoup de personnes tétraplégiques. Qui sont dans ce domaine-là. Donc, ça nous démontre la détermination de quelqu'un qui est capable de rompre des barrières, de surmonter des défis et de le relever. Et je pense que pour les personnes tétraplégiques, les personnes qui vivent avec un handicap en général, ils doivent être confrontés au quotidien avec ces barrières-là. Mais arriver de plus à aller au-delà, si vous voulez, de ses forces, puis continuer à donner. Alors, je pense que c'est un message et c'est un symbole très, très, très puissant, selon nous. Mathieu, pourquoi c'est important pour toi de t'engager dans une activité comme devenir porte-parole d'une organisation?
Moi, j'ai été chanceux de pouvoir trouver ma voie, puis d'avoir du succès en affaires, puis ça m'a apporté une indépendance financière, tu sais, qui est super important quand même. Euh, Fait que je me suis dit que la moindre des choses, c'est de redonner, puis de pouvoir faire une différence pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Puis il y a beaucoup de besoins qui sont non comblés. Beaucoup de personnes en situation de handicap tombent dans le trou du système, au travers des mailles du filet. Le programme PAD, depuis un petit bout maintenant, est fermé. Programme d'aide à domicile pour aider rendre accessible son logement, tout ça. Quand tu as une maladie ou un accident, whatever, puis tu es en situation de handicap, tes besoins, c'est tout de suite. C'est pas dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an. Tu sais. Mais au Québec, aide à combler ces trous-là, puis à aider ces gens-là. Puis ça fait toute la différence pour ces gens-là. Fait que c'est la moindre des choses d'essayer de redonner un petit peu. Mais en tout cas, c'est une belle conclusion à notre émission, Mathieu. On a passé un très, très beau moment avec toi. C'était vraiment une belle rencontre. Bien évidemment, on a été heureux de partager avec toi ton éthique de travail, tes valeurs que tu privilégies dans ton entreprise. Alors, c'est beau de voir là, qu'il y a des modèles comme ça, parce que on trouve que tu t'imposes non pas peut-être comme un modèle, effectivement, j'utilise ce mot-là, mais c'est peut-être pas ça, c'est plus une source d'inspiration. Tu dis souvent qu'il faut savoir se réinventer. Bien, en fait, t'en es un bon exemple. C'est sûr que ça prend beaucoup de résilience, mais ton engagement avec Moelle Lépinière est une bonne façon, justement, de montrer que ça se cultive, la résilience. On souhaite que tu continues à être présent sur la place publique et à faire valoir les droits des personnes handicapées en insistant sur le fait que le fauteuil roulant, comme tu l'as dit, ça ne doit pas ralentir les rêves et projets de ceux et celles qui sont à mobilité réduite. Merci également à Walter Zelaya, le DG de Moelle Épinière Québec, pour cette brève discussion avec nous. À la réalisation de Au-delà des limites, Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.